ressourcerie de l'écrivain. Dans le cadre du mois de la fantaisie qui est organisé par Pikiti Bookin ou Steph de Pikiti sur Instagram, je vais vous proposer de me suivre pendant quelques jours parce que je ne fais pas la course sur un vlog lecture sur 2 livres de William Morris que j'ai envie de lire et prendre mon temps et de le faire d'une manière assez cocoonante aussi parce que ce sont des textes qui sont importants dans le monde de la fantaisie. Parce que William Morris, à part être un décorateur, dessinateur, il a fait plein de choses ce bonhomme-là, c'est aussi l'auteur de Du lac aux îles enchantées, donc avec une traduction de François Guévremont, une préface de William Blanc aux Forges de Vulcain, prix du jury des Imaginales. Donc on est pour ce livre-là et ce gros bébé, La source au bout du monde, qui est son œuvre la plus connue il me semble. Donc on est toujours sur les mêmes... on est sur une traduction de Maxime Chélédy et Swat de Gachy, des illustrations de William Morris, je pense la couverture aussi peut-être. Issu de l'édition originale de Kelmscott Press, préface d'Anne Besson, texte intégral, édition des Forges de Vulcain. C'est juste magnifique. Les illustrations sont de qui? Non, l'illustration du livre, c'est The Prince Enters the Briarwood de Edward Burne-Jones. On est sur des livres qui sont précurseurs et qui ont inspiré les grands noms de la fantaisie, tels que Tolkien par exemple, et je crois bien aussi Tad Williams qui est plus récent, et peut-être aussi C.S. Lewis, je n'en suis pas sûre pour tous. Ce que je propose donc en fait, c'est que au travers de ces livres-là, où on est sur une vision romantique d'un Moyen-Âge, un Moyen-Âge merveilleux avec des fées, des chevaliers, des châteaux, des chevaux, des créatures fantastiques, peut-être qu'on y aura des dragons. Donc on va découvrir tout ça tranquillement et en prenant notre temps parce que ce sont des textes qui sont importants pour la fantaisie. A tout de suite. Coucou par ici, on est le vendredi 31 mai, j'ai avancé en lisant les 2 premières parties du lac aux îles enchantées de William Morris. On est bien dans le registre du conte du monde merveilleux, là on est en plein dedans. En lisant en fait, il y a une préface de William Blanc qui est un spécialiste de la fantaisie en France, qui est un universitaire il me semble. On est vraiment dans une vision romantique du Moyen-Âge, mais une vision romantique qui date de l'époque victorienne. On a vraiment une opposition entre la nature et la culture, un truc que j'ai trouvé aussi dans Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Oui, tout ça c'est un titre de Selma Lagerlöf. Parce que on commence à un tout petit peu aller vers l'industrialisation. Donc là-dedans, il y a une grande part qui est faite à la nature. On n'est pas du tout sur, par contre, des terres qui sont connues. On est sur des terres qui sont féeriques, qui vont être nommées, par exemple, il y a l'île d'enfance et vieillesse, l'île du gain sans effort. Donc vous voyez, on est vraiment sur des terres qui n'existent pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques traces il y a quelques traces de la religion chrétienne, parce qu'à un moment, on parle du Seigneur, et c'est pas un Seigneur dans un château. Et j'ai pas du tout, je crois, résumé ce que c'était. Une sorcière qui arrive dans un village, donc une sorcière qui fait un peu peur, mais qui est de belle apparence, bien qu'un peu froide, etc. Et elle arrive, elle repère une pauvre femme avec un bébé, un petit qui a 1 an ou 2. Elle lui donne de l'argent, alors que la maman, elle mendiait. Elle se fait inviter chez cette maman-là. La sorcière redonne de l'argent à la maman pour qu'elle aille acheter à manger. Et elle enlève son gamin. Elle enlève la petite fille, petite Grive. Elle prend cette gamine-là. Elle quitte le village pour rejoindre la forêt de Malselve. C'est une forêt où personne ne va aussi parce que ça fait peur. Et ensuite, on va voir en fait les débuts de cette sorcière qui retourne chez elle sur un territoire où il y a en gros que les arbres, les animaux et elle. Et cette petite fille qu'elle va élever plutôt gentiment, sauf que quand la gamine va commencer à grandir, elle va devenir sa servante, qui était même nommée dans la version originale
Thrall, je ne saurais pas le prononcer mieux, T-H-R-A-2-L, ce qui signifie esclave en vieux norrois, donc la langue des Vikings. Et en fait, on sent à la fois qu'il y a une espèce d'amour de la sorcière pour cette gamine, mais aussi quelque chose de profondément mauvais. On ne sait pas exactement pourquoi la sorcière est mauvaise, mis à part qu'elle est nommée comme ça. Donc vous voyez, on est vraiment dans le conte parce que le personnage il reste assez archétypal, alors que Petite Grive, elle a plus d'épaisseur. Elles vivent très longtemps toutes les deux. Petite Grive travaille beaucoup, ce qui fait qu'elle acquiert beaucoup de compétences. Et à un moment, Petite Grive rencontre une autre femme qui s'appelle... Elle a un nom, Abonde, H-A-B-O-N-D-E, qui est plutôt du côté des fées ou des elfes, parce qu'il est aussi précisé que c'est également une femme en fait, qui a le pouvoir de se métamorphoser comme la sorcière. La sorcière, on va dire qu'elle, son pouvoir de métamorphose, ça reste à se rendre plus ou moins jolie. Son apparence de sorcière est effrayante, elle n'est pas très jolie, etc. Et quand elle va en ville, par exemple, ou peut-être quand elle a envie de ne pas faire peur, elle est belle. Et Abonde, pour ne pas faire peur à Petite Grive quand elle la rencontre dans la forêt, prend l'apparence de Petite Grive. Petite Grive qui ne s'est jamais vraiment vue dans un miroir parce qu'il n'y en a pas. Donc il y a tout un jeu comme ça autour de l'apparence, qu'elle se décrive elle-même. Et je trouvais ça pas mal intéressant. Il y a vraiment une question sous-jacente aussi dans le livre, c'est la place de la femme. Abonde se définit comme ne faisant pas partie des enfants d'Adam, des fils d'Adam. Donc c'est pas une humaine, contrairement à la sorcière qui est une humaine. Et Abonde sert à ouvrir le monde à Petite Grive et à la faire grandir également. Parce qu'elle va parler par exemple de l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Petite Grive, elle est très naïve. Sur ce plan-là, elle est très naïve. Les connaissances d'Abonde, qui est plutôt une fée, semblent similaires à la sorcière, qui n'a pas de nom, il ne me semble pas. Et c'est assez étrange. Et en fait, le départ de Petite Grive de cet endroit-là, ça va être après qu'Abonde lui ait appris plein de choses, donc notamment à faire un petit peu de magie, à imiter en quelque sorte la sorcière quand elle utilisait le bateau, la nef du passage. La nef du passage qui n'a pas de voile, qui n'a pas de rame, et que pour faire avancer, il faut sacrifier un peu de son sang, réciter une formule magique qui ressemble à un petit poème, et comme ça, la nef, elle avance. Sinon, c'est pas possible. Et la nef répond à la personne la personne qui vient de sacrifier son sang. Ce qui fait qu'elle arrive à piquer ce bateau-là sous le nez de la sorcière. Et il y avait un peu une notion de destinée aussi, où la sorcière était consciente qu'à un moment, Petite Grive, qu'elle décrit comme n'étant pas très jolie, étant maigrelette et compagnie, Petite Grive allait devenir adulte, grande, formée, forte, etc. Et que ça serait le moment de partir. Et si elle part trop tôt, elle ne rencontrera pas l'amour, les hommes vont la désirer, mais elle ne rencontre pas l'amour. Si elle part au bon moment, elle rencontrera l'amour. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc on est vraiment dans du conte, parce qu'à cette époque-là, la fantaisie n'existe pas encore, c'est fin 19e siècle. On est vraiment dans du conte, on est sur des personnages qui sont assez peu caractérisés, je trouve, à part pour le moment Petite Grive. On est vraiment sur des personnages qui sont archétypaux, donc des personnages qui font fonction d'eux. Par exemple, la sorcière, c'est la méchante sorcière, Abonde, c'est la bonne fée, entre guillemets, et Petite Grive, c'est l'héroïne. Et c'est une héroïne qui n'a pas l'air d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, parce que moi, la représentation que j'ai de la société victorienne, c'est qu'ils sont quand même plein de pudeur, etc. Et en fait, Petite Grive, quand elle s'en va, elle est à poil, parce que pour la retenir, la sorcière lui a volé tous ses vêtements. Ce qui fait que, elle s'en va
toute nue, donc quand même, on va dire un peu plus vulnérable que si elle avait été toute habillée, mais ça la dérange pas, elle s'en va quand même. Il y a un truc qui me fait penser vachement au Petit Prince, c'est le fait que avec son bateau, elle va visiter plusieurs îles différentes, une île où il y a un monsieur très vieux, des enfants très jeunes, une île où il n'y a rien, une île où il y a la sœur de la sorcière qui oublie beaucoup et où il y a 3 jeunes femmes qui sont sœurs et qui viennent d'ailleurs et qui sont promises à des chevaliers. Donc 3 chevaliers dont un qui est nommé écuyer, mais qui est un chevalier. Je sais pas, j'aime bien, je trouve ça assez rigolo. Et ces sœurs-là vont la protéger et la renvoyer ailleurs parce que sinon la sœur de la sorcière qui l'a enlevée l'aurait renvoyée à la sorcière. Donc c'est assez particulier. Le côté Petit Prince, c'est vraiment le fait d'avoir visité plusieurs îles avec un personnage et une fonction d'île. Mais ouais, c'est vraiment pas désagréable à lire, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est plutôt fait pour les amateurs de fantasy ou de contes. Et c'est assez loin de ce qu'on peut lire qui sort maintenant. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire la suite. Donc, vous voyez, il reste... Allez, je vous laisse là tout de suite. Je suis quasiment à la fin, pas du livre, mais de la 4e partie, si je ne me trompe pas. Ce qui fait à peu près la moitié du livre. On est là. Je vais avant tout vous lire une citation qui est issue, je pense, d'une bibliographie sur William Morris, il me semble, et qui est sur sa fiche Wikipédia. C'est par rapport à au rapport de William Morris avec la nature, la manière dont ça va impacter son travail, autant dans les arts déco, on va dire, parce que c'était également un illustrateur, que dans les livres. Et je trouve que c'est vraiment prégnant dans Le lac aux îles enchantées. Donc c'est quand il était enfant, il était pas forcément à faire de l'école buissonnière ni de la classe verte, mais il était vraiment proche de la nature et c'est quelque chose qui se ressent. La citation: « La forêt lui fut une amie. Il ne tarda pas à en connaître tous les sites, tous les chemins. Il essayait d'y surprendre les troupeaux de daims qui y vivent. En retour, elle l'initia à la beauté. Inconsciemment sans doute, mais sûrement, il commença à sentir le charme profond de la nature et toute son œuvre de poète et d'artiste devait en être pénétrée. Sans comprendre toute la mystérieuse beauté de la forêt, il apprit à l'aimer. Elle fut son premier maître, un magister point pédant, sans rien de rébarbatif ni d'austère, dont les leçons s'égayaient de chants d'oiseaux, de soleil et de parfums sous les arbres, et qui lui apprit à regarder de près et avec sympathie les bêtes et les plantes. C'est peut-être à cette habitude d'observation précise, contractée dès l'enfance, que nous devons la frappante vérité de ces décorations florales. » Et une citation avec une traduction maison qui est issue de la William Morris Society. Donc, « Je suis déterminée à ne rien faire d'autre que transformer ce monde par la beauté. » Je reviens du coup à ma lecture. On est vraiment dans le domaine du conte, dans le domaine du merveilleux. L'héroïne, c'est pas la traditionnelle demoiselle en détresse qu'il faut sauver. Petite Grive, elle est débrouillarde. Elle sait faire, même si elle a évidemment des choses à apprendre, parce qu'elle a quand même vécu en vase clos pendant longtemps. Et je trouve que c'est le personnage le moins archétypal, donc le moins conte, entre guillemets, du roman, parce que c'est celui qui est le plus caractérisé. On a une jeune fille qui a sa propre volonté, qui prend ses propres décisions, et qui va de l'avant, en fait, et qui sait se débrouiller. Alors, il commence à y avoir des mentions, je trouve, depuis qu'elle est sortie en fait de la forêt où elle vivait avec la sorcière, où elle était réduite en esclavage. Il y a beaucoup de mentions à la beauté, une espèce de beauté très naturelle de Petite Grive, hein, qui va charmer les hommes sans que ce ne soit du tout sa volonté. Et on a du coup des hommes qui la désirent, qui l'aiment, prêtre inclus. Il y a le chapelain
parce que donc maintenant qu'elle a quitté, l'endroit où elle vivait avec la sorcière, elle a voyagé dans les îles Enchantées où il y avait notamment la sœur de la sorcière qui retenait en otage 3 sœurs qui sont fiancées à 3 chevaliers du monde beaucoup moins fantastique, beaucoup plus humain qu'elle a rejoint. Donc son objectif c'était de retrouver ces chevaliers-là pour qu'ils aillent sauver les 3 demoiselles chez la sœur de la sorcière. Une femme qui a des problèmes de mémoire et qu'il est quand même plutôt facile de perdre parce que d'arnaquer, de mener en bateau parce que justement elle a des problèmes de mémoire. Et on a ces 3 chevaliers-là qui ont rencontré Petite Grive, qui leur a raconté son histoire, qui leur a apporté des preuves qu'elle a bien rencontré les 3 fiancés. Donc ces 3 chevaliers partent en quête pour ramener leurs fiancés avec la nef du passage, donc le bateau de la sorcière qui retenait Petite Grive. Donc Petite Grive, elle leur dit également comment mener cette nef, donc quelle est la formule magique à faire, comment faire aussi avec le don de sang, entre guillemets, ce sacrifice-là. Et donc ces 3 chevaliers-là sont partis. Et Petite Grive reste au château des Quêtes où il y a le châtelain, donc on va dire le maître du château, et également un chapelain que je considère moi comme un prêtre dans une chapelle. Même le chapelain l'aime et la désire. Il y a dans ce monde-là, on a la mention d'un chevalier rouge qui a l'air d'être le chef, entre guillemets, ou en tout cas l'ennemi le plus sérieux du châtelain et des 3 chevaliers. Et en fait, Petite Grive, à un moment, dans ce château, elle se sent un peu emprisonnée, elle a besoin de sortir. Donc elle va se promener, mais on lui dit, bon, bah, va pas trop loin parce que c'est dangereux, etc. Et elle réussit à convaincre du monde de l'accompagner pour aller un peu plus loin. Jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment en confiance en fait avec eux, qu'ils lui fassent suffisamment confiance pour qu'elle aille toute seule dans la vallée des béliers gris. Oui, c'est ça, la vallée des béliers gris. Les béliers gris sont supposés être, donc la nouvelle incursion dans le surnaturel, peut-être des gens qui ont été transformés en pierre. Donc on a le chevalier rouge qui est nommé comme ennemi. On a un monde humain où la religion chrétienne est présente. On parle de croix, de signes de croix, d'église, de Seigneur Dieu, etc. De chapelle, de chapelain. Et en fait, elle va rencontrer un autre chevalier qui n'est pas nommé dans cette vallée, qui est supposé être tout seul, et qui était chargé par le chevalier rouge, donc le méchant, d'enlever Petite Grive pour la lui remettre, pour que là, on a quand même un gros sous-entendu sur un viol, carrément. C'est absolument pas glauque, c'est à peine effleuré, le terme n'est pas prononcé du tout, mais on le comprend. Donc c'est vraiment des bouquins pour les adultes parce que c'est pas plus compliqué que ça en termes de vocabulaire, mais William Morris il essaye d'imiter le style médiéval parce que c'est un gars qui traduisait des textes médiévaux notamment, et ce qui fait que c'est pas non plus, je pense que c'est minimum pour des lecteurs qui sont au lycée. Donc, pour le moment, Petite Grive est avec ce chevalier à qui elle ne faisait pas confiance, qui a, en fait, il a mis en échec le fait d'enlever Petite Grive et il l'a fait s'échapper. Ils s'échappent tous les deux. Il lui dit après quel était le plan, il lui dit après qu'il va la protéger, etc. Et ce que le chevalier rouge voulait faire avec lui. Donc, elle est pas hyper rassurée non plus, ce qui est complètement compréhensible. Dernier petit mot sur la vallée des béliers gris. Donc il y a plusieurs légendes qui circulent là-dessus, donc notamment que ce sont des gens qui ont été pétrifiés entre guillemets. Et apparemment avec la bonne formule magique, on peut soit voir ses propres souhaits exaucés, soit au contraire devenir une pierre également, ou qu'il arrive à malheur. Donc on est un petit peu là-dedans.
Je refais une pause, donc peut-être que je m'arrêterai de nouveau à la fin de la 5e partie, donc ça, oups, là, ça fait dans une centaine de pages, ou alors à la fin du livre. Je crois que je vais faire des petites pauses Et comme me ça. revoilà, re-bienvenue pour la fin du lac aux îles enchantées, donc les 3 dernières parties, la 5, la 6 et la 7, sachant que la 7e partie, elle est vraiment très courte. Au fil de l'histoire, Petite Grive rencontre des personnes. Parfois, elle leur dit au revoir ou elle en est séparée. Parfois, c'est définitif. Parfois, elle va les retrouver. Et il y a quelques portes comme ça qui ont été ouvertes parce qu'elle a rencontré des gens qui sont devenus ses amis. Elle a rencontré quelqu'un qui est devenu un amant. Une presque histoire d'amour impossible, sachant que c'est un homme qui était fiancé. On est presque sur une histoire de coup de foudre de la part de l'homme et un amour qui a grandi du côté de Petite Grive. Je vous dis pas qui c'est parce que je trouve que c'est un livre qui n'apporte pas beaucoup de surprises sur le plan du scénario, de l'histoire. Moi, les effets de surprise, je les ai eus surtout ailleurs, par exemple, notamment dans le développement des personnages. Parce que comme je vous l'ai dit, les personnages, je trouve qu'ils sont assez peu caractérisés, à part Petite Grive qui est l'héroïne, à part cet homme aussi dont elle tombe amoureuse et qui va subir quelque chose qui va être familier pour les amateurs de romans arthuriens, parce que je pense notamment au personnage de Merlin. J'en dis pas plus parce que j'essaye de vous garder quelque chose à vous mettre sous la dent quand même. C'est un livre que j'ai aimé, franchement. Je trouve c'est pas du tout le page turner, c'est pas un livre qui va se bouffer, enfin je trouve pas, moi je trouve que c'est plus un livre qui s'apprécie. À peu près à la moitié de l'histoire, il y a un autre ennemi que la sorcière qui a élevé et réduit Petite Grive en esclavage qui va venir. Donc c'est le Chevalier Rouge. Qui n'est pas du tout diabolique comme j'ai pu le penser, mais qui est un vrai méchant, donc il fait des choses de méchant et des choses qui sont sanglantes. Donc il fait des choses quand même bien trash, mais c'est juste nommé. La forêt de Malselve, où les villageois du village où est née Petite Grive ne s'aventuraient pas parce que c'était des bois qui étaient plus ou moins maudits, des histoires qui circulaient sur ces bois. Et où la sorcière qui a élevé Petite Grive rentre finger in the nose, pas peur du tout, rien à foutre. On a vraiment une séparation entre des mondes qui sont fantastiques, comme cette forêt, comme le lac avec les îles enchantées, où résidait par exemple la sorcière, la sœur de la sorcière, une île avec des rois, une île avec des reines, une île avec un très vieil homme et 2 petits-enfants, une île avec rien du tout. Et on a des choses comme ça un petit peu en mode planète de chez le Petit Prince. Et on a aussi, on va dire, le monde médiéval un petit peu plus classique. Mais la frontière n'est pas si précise, si ferme entre le monde fantastique et le monde médiéval. Parce qu'on a par exemple ceux du Donjon Rouge, donc le Chevalier Rouge et ces gens qui pratiquent la magie. C'est nommé, c'est un petit peu renommé, on voit pas plus de choses que ça. Je trouve que les personnages des ennemis comme ça ne sont pas ultra développés. En fait, ils restent dans leur archétype d'ennemis, donc ils font des choses méchantes, etc. Ils insultent, en gros, ils sont ennemis, donc ils sont moches et ils puent. Et ils ne parlent pas bien, c'est un petit peu ça l'idée. Mais je trouvais ça vraiment pas mal. Il y a aussi toute une notion de fatalité, je trouvais, qui courait un peu tout le long du livre, où il y a une espèce d'acceptation du destin, donc que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Moi, je trouve que je me suis vraiment imprégnée de l'univers, des personnages. Après, comme je vous disais, il y a des personnages qui restent très archétypaux, et il y en a d'autres qui sont plus travaillés. Il n'y a pas que Petite Grive et que son amant, il y en a d'autres aussi, notamment Abonde. Abonde, c'est un personnage qui est intéressant aussi. J'aurais aimé en savoir plus. Abonde, c'est une fée. Peut-être qu'on va voir autre chose d'elle aussi. Et il y a vraiment
il y a tout un rapport aussi avec le christianisme. Par exemple, Abond, d'un moment, doit se rendre dans la maison, dans une maison de Petite Grive, dans la maison où Petite Grive vit. Et en gros, elle dit à Petite Grive, bon bah ça serait quand même sympa si tu pouvais éviter de faire un signe de croix ou un truc comme ça, parce que en gros ça a de l'effet sur moi. Bon, elle le dit de manière beaucoup plus médiévale que ça, évidemment. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et comme je disais, il y a l'histoire qui est assez peu surprenante. En fait, il est vraiment ultra classique au niveau de tout ce qui est roman courtois, chansons de geste, roman arthurien, les contes, etc. C'est ultra classique, mais à la fois en apportant la modernité d'avoir une héroïne qui, si elle est menacée, elle va pas hésiter à se servir de son arc et de ses flèches, qu'elle arrive ou pas à se défendre de manière efficace. J'ai aimé aussi, bon, même si ça reste assez en surface, mais la relation entre Petite Grive et la personne dont elle va tomber amoureuse. Ça j'ai vraiment aimé. Et le côté aussi, le rôle que va prendre Abonde, la fée, donc la gentille fée, un peu la marraine la fée, auprès de Petite Grive, en termes de soutien, en termes de connaissances, presque une maman en fait, une maman par procuration pour Petite Grive. J'ai envie de vous lire un petit passage. J'ai laissé un unique post-it parce que je voulais vous prendre un passage un petit peu random, un peu n'importe où, qui vous spoile pas grand chose. Je vais juste vous lire un échange entre Petite Grive et un homme qu'elle rencontre et qui va la protéger. Parce que je trouve vraiment... On est beaucoup en fait du point de vue de Petite Grive, et en fait Petite Grive, dès qu'elle rencontre quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, personne âgée, un enfant, peut-être même un animal, j'ai pas de souvenir, mais peut-être même un animal, dès qu'elle rencontre quelqu'un, la personne déjà est subjuguée par sa beauté. Et en fait Petite Grive, c'est une gentille fille. Même si elle peut prendre au fil du livre en fait des décisions qui sont pas forcément celles à prendre, parce que elle prend une décision par exemple sans rien dire à personne, et du coup les autres sont un peu devant le fait accompli et doivent se débrouiller avec ça, ce qui a des conséquences sur eux aussi et sur leur relation évidemment. Et donc si vous voulez, là c'est un échange entre Petite Grive et un homme qui va la protéger. Et je vous lis juste cet échange-là sans les phrases en plus, mais c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de langue, les tournures de phrases, etc. Donc Petite Grive. Ne t'étonne pas, mon ami, dit-elle, si je ne semble pas savoir où je vais. En vérité, je suis une demoiselle errante. Je suis à la recherche d'un endroit où m'installer et travailler en attendant que viennent les jours meilleurs. Et pour tout te dire, pour que rien ne te soit caché, je suis en fuite et souhaiterais ton aide pour effacer toute trace de mon passage, ton aide et celle de tes 2 fils. Cependant, je ne fuis point mes ennemis, mais mes amis. Si vous le désirez, pendant que nous cheminons, je vous raconterai toute mon histoire et nous serons tels des amis, tant que nous serons ensemble, et même désormais, si Dieu le veut. Il répond: Madame, dit le vieux Girard, je vous remercie de tout cœur de m'accorder ainsi votre confiance. Je descendrai volontiers de ma rosse pour m'agenouiller devant vous droit sur le chemin, mais je comprends que vous êtes en hâte de faire autant de route que possible aujourd'hui. Si vous me le permettez, je remettrai donc de vous présenter mes hommages jusqu'au moment où nous ferons reposer nos bêtes. Vous voyez, il y a quelque chose de très... on est dans une idéalisation en fait du Moyen-Âge, du conte, du roman arthurien, des relations entre les personnages, de leurs rencontres, des émotions. Il y a un côté un petit peu drama queen des fois, je l'avouerai, dans l'expression des émotions et dans leur description. Ça me faisait un peu sourire, mais en fait c'est des choses qu'on trouve aussi dans les récits médiévaux. Ça fait un bail que j'en ai pas lu des récits médiévaux, mais j'ai quelques Chrétiens de Troyes sous le coude, je vous dirai, mais c'est vraiment je trouve que c'est une lecture à faire. Et je me répète par contre, c'est une lecture qui n'est pas, je pense,
pour tout le monde parce que si vous êtes un jeune lecteur en termes d'âge ou d'expérience, vous allez probablement vous ennuyer comme un rat mort avec cette histoire-là. Mais si vous êtes un lecteur un petit peu plus chevronné, sans forcément avoir fait un bac+12 en littérature, si vous aimez bien les romans de chevalerie, si vous aimez bien l'amour courtois, le Moyen-Âge, les romans du cycle arthurien, donc le roi Arthur, Morgane la Fée, Merlin et compagnie, les contes, si vous aimez bien les contes, ça peut vous plaire. Mais je pense pas que c'est pas non plus un livre qui est fait entre guillemets pour l'élite, parce que non, je trouve qu'il n'y a pas spécialement de prétention là-dedans, j'ai pas trouvé ça spécialement. Mais c'est pas tout public entre guillemets, parce que ça peut vous ennuyer tout simplement. Mais je l'ai trouvé très intéressant moi, parce que justement ça faisait référence à plein d'autres choses que je connais sans non plus maîtriser les trucs jusqu'au bout des doigts, parce que moi je vous rappelle, hein, je n'ai pas de formation littéraire, ma formation littéraire s'est arrêtée au bac, et ma culture littéraire je me la suis faite toute seule surtout. Je lis quand même pas mal, après je lis pas non plus des tonnes, et les classiques c'est que depuis que j'ai ouvert la chaîne que j'ai remis le nez dedans. Vraiment, vraiment. Et les classiques c'est pas forcément chiant non plus d'ailleurs. Faudrait que je fasse une vidéo, est-ce qu'un classique c'est chiant ? Au secours. Bref, je trouve que c'est un très bon travail éditorial du côté des Aux Forges de Vulcain. Je vous mettrai le lien vers... ils ont une chaîne YouTube, ils ont l'air assez actifs sur leurs réseaux sociaux, autant YouTube que Insta. Je fréquente pas trop TikTok ou Twitter, X et compagnie. Mais c'est un beau bouquin, c'est un beau livre, c'est joli. Moi, j'ai pas mis tant que ça de temps à le finir. Je crois que j'ai mis une semaine pour un livre qui fait quasiment 500 pages. On est à 450 pages grosso modo. Et je peux mettre autant de temps pour un bouquin de romance, ça dépend. Mais disons que là, je suis plutôt en mode lecture lente parce que j'ai un autre livre à lire aussi ces temps-ci, parce que j'ai commencé Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle, qui est aux éditions Les Trois Nornes. Donc c'est la maison d'édition qui a été fondée par Lorraine Bélès, qui tient la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire. Et je suis un bon tiers, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, le prochain livre, je l'ai pas sous le coude, là il est dans le salon, mais La source au bout du monde, je pense que je referai un petit vlog lecture comme celui-là. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite au mois de juin, ce sera plutôt au mois de juillet parce que je vais prendre mon temps. Et j'ai pas forcément envie, là faut que je le digère lui, donc j'ai pas forcément envie de me lancer tout de suite dans une grosse, une lecture qui va demander de la concentration quand même. Donc ça sera pas tout de suite. Semaine prochaine, je vais probablement faire une vidéo sur 3 ou 4 romans de fantasy adultes. Donc probablement Nous regrettons la mort, Le Dieu dans l'ombre et Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Parce que les autres c'est du young adulte, et La source au bout du monde je ferai ça après. Et le Selma Lagerlöf aussi. Donc si je me débrouille bien, en une semaine, je finis Nous regrettons la mort. Je lis Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindom, qui est publié aux éditions ActuSF. Et je lis Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Et je continue tranquillement à avancer mon mois de la fantaisie, qui est terminé, mais pas pour moi. Quelque part dans le monde, on est au mois de mai. Exactement. Je vous souhaite un très bon mercredi. Passez une très bonne journée, lisez tout plein et rêvez tout grand comme d'habitude. Salut!